Comme Yannick l'a dit, donc le sujet de ma thèse, c'est la politique de Jean-Nicolas Pache. Donc, Jean-Nicolas Pache a été le maire de la Commune de Paris du 14 février 1793 au 10 mai 1794. Donc, c'est une thèse qui est sous la direction de Marc Bélissa. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet d'étude, donc la première, c'est que la politique de Pache n'a quasiment jamais été abordée, n'a jamais été étudiée. Pache n'a fait l'objet d'aucune biographie et sa politique en tant que maire de Paris n'a été étudiée que par 3 mémoires universitaires. Donc un mémoire qui a été soutenu dans les années 70 par Jeanne Daman, sous la direction d'Albert Seboul, un mémoire soutenu en 1991 par Isabelle Fourneron, sous la direction de Florence Gauthier, et un autre mémoire donc de moi-même, soutenu en 2012, également sous la direction de Florence Gauthier. Donc je ne vais pas revenir ici sur la question de l'historiographie, parce que c'est un gros morceau qui prend une grosse partie de ma thèse. Ça prendrait beaucoup de temps de l'expliquer. Je vais ici m'attacher particulièrement aux sources, donc revenir aux sources. Donc la problématique du séminaire de cette année, donc c'est d'étudier les acteurs de l'histoire de la Révolution française. Et donc ici, je vais m'attacher à étudier la place institutionnelle de Pache en tant que maire de la Commune de Paris, donc durant son mandat. Et je vais plus particulièrement étudier la place du maire et de la commune dans l'organisation des pouvoirs gouvernementaux. Donc, cette place de Pache et de la commune, elle implique la mise en jeu de deux institutions principales. Tout d'abord, les assemblées générales des sections parisiennes. Alors, en 1793, je rappelle que la commune de Paris était divisée en 48 quartiers, donc qu'on appelait les sections, et dans lesquels les citoyens se réunissaient entre eux en assemblée primaire ou assemblée générale. Donc, première institution, donc les assemblées générales, et deuxième institution, la Convention nationale, donc, dont le rôle était d'établir une nouvelle constitution pour la France, qui s'est réunie la première fois le 21 septembre 1792, et qu'on peut diviser dans ma période d'études en deux temps principaux. Donc, d'une part, la convention qu'on a appelée Convention girondine, donc qui va de 1792 à juin 1793, et la Convention montagnarde, donc qui va de juin 1793 au 9 Thermidor an 2, 27 juillet 1794. Donc je vais ici m'attacher à expliciter donc la place de Pache et de la commune relativement à ces deux principales institutions. Je rappelle ici que les citoyens donc, qui se réunissaient en assemblée générale de section et les députés montagnards à la Convention nationale partageaient une même conception de la politique. Cette conception était fondée sur l'idée que la souveraineté résidait dans le peuple. Par exemple, le 3 novembre 1792, l'Assemblée générale de la section de la Cité affirma que la souveraineté populaire était, je cite, imprescriptible, inaliénable et indélégable. Je renvoie ici aux travaux d'Albert Seboul sur la sans-culoterie parisienne en l'an 2. De même, les montagnards partageaient la même conception. Par exemple, dans l'article 14 de son projet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'avril 1793, Robespierre écrivit que le peuple est souverain et que c'était un droit naturel, que la souveraineté était un droit naturel du peuple. De ce droit naturel du peuple à la souveraineté découvrait le droit naturel de chaque homme en société à la citoyenneté et à des droits politiques qui devaient garantir cette citoyenneté. Les députés girondins avaient une conception politique différente qui s'opposait à la conception populaire dont je ne vais pas m'étendre ici. Et donc durant cette période, la période durant laquelle Pache a été maire de la commune, la Convention montagnarde et la commune agirent pour rendre cette souveraineté populaire effective.
Donc, je vais étudier 3 principaux thèmes qui concernent l'organisation des pouvoirs gouvernementaux. Donc, le premier thème, ça va être la fabrication de la loi. Le second thème, ça va être la décentralisation du pouvoir exécutif. Et le troisième thème, ce sera l'autonomie communale. Donc, le premier thème, donc la formation de la loi. Pour les sections, donc pour les citoyens qui se réunissaient en section et les députés montagnards, la souveraineté populaire devait principalement être garantie en permettant à tous les citoyens de participer à la formation de la loi. Dès le début de la Révolution, les sections et les sociétés politiques défendirent 3 principales institutions qui devaient assurer ce droit à la participation à la loi. Donc, je vais citer plusieurs exemples. Donc, le 18 mars 1790, le district de Chaussée-d'Antin énonça le droit des districts de s'assembler librement. De même, en 1792, Pache, qui était alors simple membre de la Société patriotique du Luxembourg, publia une brochure pour défendre les sociétés patriotiques. Selon lui, l'existence de ces sociétés reposait sur la liberté d'expression et de réunion, qui étaient considérés comme des droits naturels. Autre exemple, le 6 juin 1791, la Société fraternelle des deux sexes, autre société politique, défendit le droit de pétition individuelle et collective. De même, en août 1792, la section des Termes Juliens revendiqua la liberté de la presse. Ces institutions furent également défendues par des députés à l'Assemblée constituante comme Robespierre. Pour lui, l'Assemblée législative est une représentation du souverain légitime qui est le peuple. L'Assemblée législative doit être constamment en interdépendance avec le peuple pour traduire l'opinion publique en loi. Pour cela, Robespierre défendait l'existence d'un espace public démocratique fondé sur les mêmes institutions qui étaient défendues par le mouvement populaire. Tout d'abord, le droit de réunion qui permettait aux citoyens de débattre publiquement entre eux sur le travail législatif et qui donnait lieu à la formation d'une opinion publique. Ensuite, le droit de pétition qui assurait à tout citoyen la faculté de s'exprimer à l'Assemblée par courrier ou délégation et qui permettait à l'Assemblée législative de connaître l'opinion publique. Enfin, la liberté de la presse devait assurer la publicité des débats à l'Assemblée et la circulation de toutes les opinions. Dès son arrivée à la Commune de Paris, Pache, le maire, tenta de rendre ces institutions effectives. Le maire et les membres de la commune avaient été élus par les assemblées générales des sections, donc par les citoyens de la ville de Paris. Ils étaient donc les représentants des sections au niveau communal. De ce fait, ils se mirent à l'écoute de leurs concitoyens. Ils recevaient leurs doléances et leurs propositions législatives, puis les transmettait à l'Assemblée nationale, à la Convention nationale. Le 22 février 1793, des blanchisseuses dénoncèrent des accapareurs de subsistance à la commune. Le 24 février 1793, une nouvelle députation de citoyennes se rendit à la commune et demanda à Pache et au corps municipal l'autorisation d'aller à la Convention pour solliciter la diminution du prix des subsistances et la répression de l'accaparement. Donc ces propositions des citoyens qui interviennent à la commune sont reprises par Pache et la commune le 27 février. Ils se rendirent à la Convention nationale en députation et ils présentèrent une pétition à la Convention qui reprenait les principales propositions des citoyens. Le département de Paris, donc, qui est une autre institution élue par les sections de Paris, présentait également des pétitions à la Convention nationale lorsqu'elle les pensait conformes aux revendications de la majorité des communes de son arrondissement. Par exemple, le 18 avril 1793, le département de Paris convoqua Pache et tous les membres des communes de son ressort, donc du département de Paris, pour discuter des problèmes de subsistance. Il y eut donc un débat entre le département et les communes qui donna lieu à l'adoption d'une pétition. Et cette pétition fut présentée le jour même à la Convention nationale
par un membre du département, Lullier. Et cette pétition reprenait également les mêmes revendications qui avaient été formulées par les citoyens de Paris à la Commune de Paris et dans les autres communes. Donc on voit ici que Pache et la Commune de Paris défendaient les droits d'expression, de réunion et de pétition des citoyens de Paris. Ces droits devaient permettre aux citoyens de débattre entre eux sur la législation à adopter et, après délibération, de présenter leurs propositions à la Convention nationale. Pache et la Commune, qui a été élue par les sections de Paris, servait d'intermédiaire entre les citoyens et la Convention nationale. Mais ici, on est à l'époque de la Convention girondine. La Convention girondine resta sourde aux revendications du peuple et de la Commune de Paris et n'adopta aucune des propositions du programme populaire. Donc, suite à la révolution des 31 mai 2 juin 1793, qui est une insurrection populaire qui aboutit au rappel de 22 députés girondins qui étaient considérés par le peuple parisien comme infidèles. Donc, à la suite du rappel de ces députés girondins, c'est les propositions des montagnards qui devinrent progressivement majoritaires à la Convention nationale. Et donc, là, on entre dans la période de la Convention montagnarde, et cette convention adopta progressivement les propositions du programme populaire défendu par Pache et la Commune. La Convention montagnarde commença par voter une constitution avec une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est votée le 24 juin 1793 et qui institutionnalise donc les institutions politiques qui permettaient aux citoyens d'exprimer leur volonté générale. Donc je cite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. Donc on voit ici que la Convention montagnarde, donc elle institutionnalise les institutions politiques qui permettent aux citoyens donc d'exprimer leur volonté. Et donc le programme populaire qui avait été élaboré de concert avec la Commune de Paris est progressivement mis en place. Donc je reprends ici les exemples que j'ai rappelés tout à l'heure. Donc le 27 juillet 1793, l'accaparement des subsistances est interdit. Et les 3 et 4 septembre 1793, la Convention vote le maximum des prix des objets de première nécessité. Les lois votées ensuite par la Convention montagnarde continuèrent d'être proposées par le peuple parisien, Pache et la Commune. Je vais citer plusieurs exemples. Par exemple, le 25 août 1793, la Convention nationale établit l'obligation de la vente des grains et farines sur les marchés publics. Le rapporteur de la loi, qui est Barrère, prit soin de souligner dans son discours que cette loi avait été proposée par Pache et Lullier, donc des membres du département, de la Commune et du département de Paris. Le 4 septembre 1793, une manifestation est organisée par des artisans de la section du Mont-Blanc. La manifestation grossit, elle arrive sur la place de la Maison Commune. Une assemblée s'organise et présente une pétition collective. Une assemblée s'organise, et rédige une pétition collective. Donc l'Assemblée des citoyens élit ensuite une députation, et cette députation présente ses doléances à la Commune de Paris. Pache invite la députation à s'exprimer devant la Commune, et donc cette députation demande des mesures pour remédier au problème de l'inexécution des lois par les agents du pouvoir exécutif. Une discussion s'engage entre les membres de la députation et Pache et la Commune de Paris, et des propositions sont élaborées collectivement. La Commune décide que tous les citoyens qui ont participé à la manifestation se réuniraient le lendemain dans la salle de la Commune
pour adopter une pétition demandant les mesures qui avaient été élaborées au cours de la discussion, notamment la création d'une armée révolutionnaire. Cette pétition devait être ensuite présentée collectivement par les citoyens de Paris, conduits par le maire, Pache et la commune, à la Convention nationale. Donc les mesures adoptées par la commune furent exécutées. Donc le lendemain, 5 septembre 1793, les citoyens de Paris, conduits par Pache et la commune, proposèrent la pétition adoptée à la Convention nationale. On note ici que les citoyens d'autres communes de la République proposèrent les mêmes mesures. Par exemple, l'institution d'une armée révolutionnaire est revendiquée également par Royer, qui est l'orateur des délégués des assemblées primaires de toute la République. Et donc, le 5 septembre 1793, la Convention nationale adopte les principales mesures proposées par la commune et les citoyens de Paris, dont la création de l'armée révolutionnaire. Donc, autre exemple de l'intervention des citoyens et de la commune de Paris auprès de la Convention nationale pour faire adopter des lois. Le 22 octobre 1793, les commissaires des 48 assemblées générales des sections se réunirent à l'évêché et proposèrent à la commune une nouvelle pétition qui devait être présentée à la Convention nationale. Cette pétition demandait une réforme de la loi contre l'accaparement que j'ai signalé tout à l'heure. Ils suggérèrent notamment, donc les commissaires des sections suggérèrent notamment l'établissement d'un jury qui serait spécialement chargé de juger les accapareurs. Sur la proposition des commissaires des sections, la commune nomma 2 membres pour se rendre à la Convention pour soutenir cette pétition. Et le 12 germinal en 2, 1er avril 1794, toutes les propositions proposées par les sections de Paris et la commune de Paris sont votées par la Convention nationale. Donc je pourrais multiplier les exemples d'intervention des citoyens de Paris, de Pache et de la commune auprès de la Convention nationale pour proposer des lois à la Convention nationale. Et on note ici, dans le fonctionnement de la Convention nationale, qu'elle ouvrait toujours ses séances par recevoir des députations, par écouter la lecture de lettres de citoyens qui venaient de tous les départements de la République. Ces citoyens présentaient des pétitions pour proposer des projets de loi. Ils informaient la Convention nationale d'arrêtés ou d'événements locaux qui pourraient avoir un impact sur la politique de toute la République. Donc, par exemple, le jour où Pache et la commune sont intervenus avec les citoyens de Paris pour justement proposer des mesures législatives, j'ai référencé dans le premier tableau la liste de tous les intervenants qui ont également proposé des mesures à la Convention nationale lors de la séance du 5 septembre 1793. Donc on voit que la liste est très longue de l'intervention de citoyens à la Convention nationale qui donc proposaient des pétitions ou informaient la Convention nationale de situations locales. Donc on voit que par exemple lors de la séance du 5 septembre intervinrent des députations de travailleurs, des assemblées générales de section, des sociétés populaires, des autorités constituées élues, donc ça va du département au district jusqu'à la commune, ainsi que des soldats qui interviennent également. On peut également noter que des arrêtés du comité de salut public étaient également pris sur la demande de Pache et de la commune. Par exemple, le 30 septembre 1793, pour financer les réquisitions de grains et farine. Donc, par exemple, le 30 septembre 1793, pour financer la réquisition de grains et farine, donc ils étaient chargés en exécution du décret du 25 août 1793, Pache et la commune demandèrent au comité de salut public une avance de fonds au comité.
et cette avance est accordée le jour même. Donc on voit aussi une interaction entre le maire, la Commune de Paris et le comité de salut public pour l'adoption d'arrêtés. J'ai parlé également de la liberté de la presse, donc je vais en parler rapidement. Donc Pache et la Commune défendirent également la liberté de la presse, et ils agirent notamment pour garantir l'indépendance de la presse vis-à-vis du gouvernement, comme le défendaient les sections et comme l'avait proposé Robespierre, par exemple, le 5 mai 1793. Je vais citer ici un exemple rapide, par exemple, le 12 janvier 1794, au cours d'une séance de la Commune, présidée par Pache, un membre du nom de Beauvalet demanda qu'un journal, intitulé le Journal de la Commune de Paris, soit subventionné par la Commune. Pache s'y opposa. Il pensa que l'adoption de l'abonnement d'un journal par la Commune remettait en cause l'indépendance de la presse. Donc, je cite rapidement Pache. « Songez bien, dit-il, qu'en vous abonnant pour ce journal, vous l'adoptez sous votre responsabilité. Or, je pense que le corps municipal ne peut pas prendre sous sa responsabilité quelque journal que ce soit. » Et donc la proposition de Beauvalet est rejetée par la Commune. Les citoyens de Paris et les députés montagnards pensaient que le circuit de la fabrication de la loi devait s'achever par la sanction des lois, par les citoyens. Elle fut ainsi revendiquée par la section du marché des innocents le 9 août 1792, et également défendu par exemple par Robespierre le 5 mai 1793. Il proposa ce jour-là que les assemblées générales des communes se prononcent sur les lois qui n'auraient pas été acceptées à l'intérieur d'un département. Donc je le cite, « Lorsque les droits du peuple seront violés par un acte de la législature ou du gouvernement, chaque département pourra le déférer à l'examen du reste de la République, et dans le délai qui sera déterminé, les assemblées primaires s'assembleront pour manifester leurs vœux sur ce point. » Donc ici, c'est la question de la sanction des lois. Donc pour qu'un projet de loi voté par la Convention nationale, par le corps législatif, devienne véritablement une loi, il faut établir un délai durant lequel, si les citoyens n'ont pas réclamé contre cette loi, elle peut effectivement devenir une loi. La Constitution du 24 juin prévit une procédure de sanction des lois qui fut mise en place pour le vote de la Constitution de 1793. Dès le 21 septembre 1792, la Convention nationale avait décrété que la Constitution française serait soumise à l'acceptation du peuple. Le 27 juin 1793, la Convention montagnarde mit en pratique donc cette sanction du peuple de la Constitution. Elle décréta que la Constitution serait envoyée à toutes les communes et aux armées et qu'elle serait présentée à l'acceptation des assemblées primaires. Les assemblées primaires devaient voter selon la procédure de sanction des lois prévue par la Constitution. Cette procédure fut mise en place par Pache. Le 1er juillet 1793, il écrivit aux assemblées générales des 48 sections pour mettre à exécution le décret du 27 juin. Je le cite, « Je vous prie de convoquer votre section en assemblée primaire demain 2 juillet à 4 heures très précises du soir afin de recevoir l'acte constitutionnel qui sera porté par un membre du Conseil général de la commune pour être présenté à l'acceptation des citoyens. » Cette sanction de la Constitution par les sections fut bien appliquée, et donc on sait que la Constitution fut acceptée par la majorité des citoyens de la République. La diffusion d'un bulletin des lois par la Convention nationale auprès des communes permettait également aux citoyens de débattre des lois, de les connaître tout d'abord et de débattre des lois. Et je signale ici rapidement une autre pratique. Les communes informaient la Convention nationale et le comité de salut public de l'approbation de lois par le peuple. Donc, par exemple, le 14 octobre 1793, le Conseil général de la commune arrêta qu'une commission de 4 membres
pris dans le sein de la commune, conduite par Pache, témoignerait au comité de salut public de la satisfaction de la Commune de Paris de la loi sur le maximum des prix. Donc on voit ici donc, l'importance pour les citoyens et pour Pache et pour la commune donc de la sanction des lois. Donc je vais passer donc, à la décentralisation du pouvoir exécutif. Pour les citoyens de Paris, comme pour les députés montagnards, un autre moyen de réaliser la souveraineté populaire était de permettre aux citoyens réunis à une assemblée générale de surveiller les agents qui étaient responsables de l'exécution des lois. Ils étaient donc favorables à une décentralisation du pouvoir exécutif dans les communes et dans les sections. Ils pensaient que c'était aux citoyens de Paris de surveiller l'application des lois pour veiller à leur bonne application. Et donc, ils pensaient que c'était aux membres du pouvoir exécutif qui étaient au plus près d'eux, donc c'est-à-dire les communes et les autorités élues directement par les sections, qui devaient être chargés de l'exécution des lois. Dès son arrivée à la commune, Pache tenta de mettre en œuvre cette décentralisation administrative. Donc, je vais reprendre l'exemple de la politique des subsistances. Donc, en février 1793, au moment où Pache arrive à la commune, l'administration des subsistances faisait partie des attributions du ministre de l'Intérieur. Je renvoie ici à la loi du 27 avril 1791. Pache et la commune prirent des mesures pour garantir le droit aux subsistances de chaque citoyen. Donc, j'ai pas le temps de développer ici. Et ils prirent des mesures et ils chargèrent les autorités sectionnaires de l'application de ces mesures. Je cite un exemple. Le 24 février 1793, la commune arrêta que les assemblées générales des sections nommeraient chacune un commissaire pour réprimer l'accaparement des farines. Le 24 février 1793, la commune arrêta que les assemblées générales des sections nommeraient des commissaires pour réprimer l'accaparement des farines et du pain. Il dépossédait ainsi le ministre de l'Intérieur de l'attribution de ses attributions donc de la politique des subsistances au profit donc de la commune et des autorités sectionnaires. Cette décentralisation du pouvoir exécutif dans la commune et dans les sections, donc dans les autorités sectionnaires, ne fut pas suivie par la législation girondine, mais c'est la Convention montagnarde qui avait la même conception de l'exécution des lois, qui mit en place cette décentralisation administrative. Donc, par exemple, le 27 juillet, la Convention nationale interdit l'accaparement des subsistances, comme on l'a vu, et elle confia l'application de cette loi aux communes et à des commissaires aux accaparements qui devaient être élus par les communes ou les sections de communes. Pache et la Commune de Paris mirent en œuvre cette décentralisation de l'application de la loi. Les 30 et 31 juillet 1793, Pache et la Commune demandèrent aux assemblées générales des sections de procéder aux élections des commissaires aux accaparements. Donc, autre exemple, la loi du 11 septembre, qui réglemente le commerce des grains et farines. Cette loi charge le ministre de l'Intérieur de réquisitionner les départements qui étaient excédentaires en grains et en farine pour approvisionner les départements déficitaires. Les départements et les districts furent chargés de réquisitionner les communes de leur arrondissement à leur tour, mais que ce soit le ministre de l'Intérieur, les départements ou les districts, ils étaient seulement chargés de requérir l'application de la loi. C'était les communes qui étaient chargées de l'exécution sur place, de l'exécution de cette loi. Dans la pratique, Pache et la Commune appliquèrent de nouveau cette décentralisation administrative. Donc, je cite un exemple. Le 16 septembre 1793, le ministre de l'Intérieur, conformément à la loi, réquisitionna plusieurs départements en grains et en farine pour approvisionner la ville de Paris. Mais c'était Pache et la Commune donc, qui furent bien chargés de l'application concrète de ces mesures, puisqu'ils nommèrent des commissaires dans le sein de la commune
pour se rendre dans les départements réquisitionnés par le ministre de l'Intérieur pour appliquer la loi. Ces commissaires furent chargés du paiement, du transport et de la mouture des grains, ainsi que du transport des farines vers Paris. Ces commissaires de la commune étaient responsables devant Pache et la commune. Ils devaient leur rendre des comptes de leur mission. Et Pache prescrivit à ses commissaires d'agir de concert localement avec les communes. Ces commissaires de la commune envoyés dans les départements étaient également sous la surveillance des représentants en mission. Donc les représentants en mission, c'était des députés choisis par la Convention nationale pour se rendre dans les départements et qui étaient chargés de surveiller l'application des lois par les communes. Et donc les commissaires de la commune de Paris, dans les départements, étaient sous la surveillance de ces représentants en mission, mais en aucun cas les représentants en mission n'appliquèrent directement eux-mêmes les lois. La mise en place d'une commission des subsistances qui reprit les attributions du ministère de l'Intérieur dans l'exécution de cette loi du 11 septembre ne remit pas en cause le rôle de la commune et de Pache, qui restèrent chargés de l'application des lois. Donc voilà, je ne vais pas faire tous les exemples qui sont mentionnés dans le tableau. Les exemples qui sont mentionnés dans le tableau, ça concerne la législation sur les subsistances, puisque c'est... Alors, j'ai commencé à rédiger donc, la première partie de ma thèse qui concerne l'application de la législation sur les subsistances. Et la deuxième partie de ma thèse sera consacrée donc, à d'autres thématiques, donc les droits sociaux, donc le droit à l'assistance publique, le droit au travail et le droit à l'instruction publique. Mais je montrerai également que l'application de la mise en place de ces droits sociaux confirme ce que ce tableau montre, c'est-à-dire la décentralisation administrative. Donc je vais finir rapidement sur l'autonomie politique de la commune et des sections de Paris. Les citoyens et des députés montagnards qui partageaient leur conception de la politique étaient favorables à ce qu'on peut appeler l'autonomie politique des assemblées générales de sections et des communes. Ils pensaient que pour les affaires particulières à une assemblée générale ou à une commune, c'était les citoyens réunis en assemblée générale ou en commune qui pouvaient décider de l'administration d'affaires particulières dans leur quartier. Cette idée se retrouve par exemple dans l'arrêté de la section de Mirabeau du 12 septembre 1792 et elle est exprimée le 5 mai 1793 par Robespierre à la Convention nationale. Je le cite: « Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner, laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui, laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République. En un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique, et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire. » Alors cette autonomie des assemblées générales des sections et de la commune de Paris dans leurs propres affaires particulières est également mis en place durant le mandat de Pache. On remarque que les autorités constituées laissent les assemblées générales des sections prendre des arrêtés pour remédier à un problème posé par l'inexécution d'une loi ou un problème qui n'avait pas encore été prévu par la législation. Donc les sections de Paris peuvent intervenir pour prendre des arrêtés locaux pour résoudre ce type de problème. Je vais citer ici plusieurs exemples. Par exemple, le 21 juillet 1793, l'Assemblée générale de la section de la Maison commune mit en place un système de cartes de pain pour rationner le pain entre tous les citoyens, parce que parce que tous les citoyens n'avaient pas accès au pain. Autre exemple, le 18 octobre 1793, l'Assemblée générale de la section d'Observatoire institua, pour remédier à la falsification de la qualité des boissons, donc elle institua des goûteurs pour repérer les boissons qui étaient falsifiées par les marchands. Ces assemblées générales qui prenaient donc des arrêtés locaux pouvaient nommer des commissaires pour exécuter leurs arrêtés.
suivant cela la politique de décentralisation administrative mise en place par la Convention montagnarde. Par exemple, en février 1794, l'Assemblée générale de la section des Piques élit des commissaires pour maintenir l'ordre chez les bouchers. Pache et la Commune de Paris agirent de même au niveau de la ville de Paris. Ils prirent également des mesures locales qui s'appliquèrent donc à toute la ville de Paris. Et ces mesures reprenaient parfois des arrêtés qui avaient déjà été élaborés par les sections et qui étaient généralisés à toute la ville de Paris. Par exemple, le 29 octobre 1793, Pache et la Commune de Paris décidèrent de généraliser la mise en place de cartes de pain à toute la ville de Paris. L'exécution de ces arrêtés était également confiée aux sections, aux autorités sectionnaires. L'arrêté sur la mise en place des cartes de pain fut confié au comité révolutionnaire élu par les sections. De même, à la fin du mois d'octobre 1793, la commune établit des commissaires dégustateurs des boissons dans chaque section. Donc on voit que des arrêtés pris localement par les assemblées générales de section peuvent être généralisés par Pache et la commune. Ces arrêtés locaux pris au niveau de la commune pouvaient également devenir des lois lorsque les problèmes soulevés par ces arrêtés touchaient toute la République. Je vais citer un exemple. En septembre 1793, des boulangers ne vendaient que des pains de luxe, ce qui empêchait tous les Parisiens d'avoir accès au pain, puisqu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens de payer ces pains de luxe. Pour remédier à cette pratique, le 17 septembre 1793, Pache et la Commune arrêtèrent que les boulangers, je cite, ne feraient que des pains de pâte ferme et de poids de 5 livres. Ils demandent donc aux boulangers de fabriquer une seule espèce de pain. Cet arrêté de la Commune est généralisé à toute la République par une loi du 25 Brumaire en 2, 15 novembre 1793. Cette loi donc décrète que les boulangers ne feraient qu'une même espèce de pain. Donc on voit ici, on retombe ici sur le circuit de la fabrication de la loi. Donc des arrêtés qui peuvent être pris localement par les assemblées générales des sections et la commune peuvent donc être proposés au corps législatif et à la Convention nationale et devenir des lois. Pour prendre ces arrêtés locaux, le maire de Paris et la commune, on l'a dit, mais je le répète ici, se mirent à l'écoute des citoyens, puisque les citoyens intervenaient individuellement ou collectivement aux différentes séances de la commune pour proposer leur projet d'arrêté à la commune. Par exemple, l'institution des commissaires dégustateurs par la commune, en octobre 1793, avait été demandée par une députation de commissaires de 48 sections le 18 octobre 1793. Pour conclure, Pache et la commune mirent en place les principales institutions qui avaient pour fonction de garantir le droit naturel du peuple à sa souveraineté. Donc ces institutions devaient permettre aux citoyens de participer à l'élaboration des lois, donc liberté d'expression, liberté de réunion, droit de pétition individuelle et collective aux autorités publiques et liberté de la presse. Pache et la commune défendirent également une autre institution qui est la décentralisation du pouvoir exécutif pour permettre aux citoyens de surveiller l'application des lois. Et donc toutes ces institutions étaient celles qui avaient été pensées par les citoyens de Paris et les députés montagnards comme celles qui devaient garantir la souveraineté populaire. Et donc on voit que le rôle de Pache et de la commune était un rôle médiateur entre les assemblées générales des sections et la commune, et la Convention nationale, et donc qu'ils jouèrent ce rôle médiateur dans l'organisation des pouvoirs gouvernementaux.